monsieur, bienvenue au débat sur Camilleos 24. Quelle note peut-on attribuer à l'opposition camerounaise depuis le retour du multipartisme? C'est la principale question qui va meubler la première partie du débat sur Camilleos 24. Nous allons également parler de la justice camerounaise qui charrie beaucoup de commentaires ces derniers jours au sein du corps social. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir un membre de la société civile, Moussa Ousseni. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes membre du bureau exécutif de l'ONG Justice Plus. Comment se déroulent vos activités? Bon, en principe, nos activités se déroulent comme sur les roulettes, même si de plus en plus c'est-à-dire on est heurté face à beaucoup de difficultés en raison peut-être de l'intégration qu'on n'en a pas du côté de certains administrateurs véreux qui pensent que le Cameroun les appartient à eux seuls, puisque dans notre organisation, nous militons pour le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, et tout ce que cela comporte. Donc, sur le plan technique, scientifique, n'est-ce pas, du travail, bon, on ne peut pas se plaindre. Mais sur le plan de l'intégration, nous ressentons que les rapports étrangers sont de plus en plus considérés que les nôtres. Du coup, il y a un problème épineux, n'est-ce pas, de complexe, qui mine la société camerounaise en général et les administrateurs en particulier. En tout cas, on en parlera peut-être à d'autres occasions. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de l'opposition camerounaise et de son apport dans le landerneau politique. Vous aurez justement, parce qu'on parle de politique, Clément Djoumanfo, qui est membre du bureau exécutif du mouvement africain pour la nouvelle indépendance, le MANIDEM, si je m'en abuse. Oui, membre du bureau politique. Bonjour et bienvenue. Merci de m'avoir invité. Avec vous, on va aborder une question que beaucoup de Camerounais se posent depuis le début de ce mois de juin. On sait que les parlementaires sont réunis depuis quelques jours dans le cadre de la session du mois de juin, une session vraiment consacrée à l'examen et au vote de quelques projets de loi et de la ratification de quelques tests par le Cameroun, de quelques conventions internationales. De manière particulière, est-ce que le MANIDEM attend quelque chose de cette session ? Pas du tout, parce que nous savons que l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. Et ce n'est pas une section extraordinaire, c'est une section ordinaire. Ça veut dire que ça va, l'Assemblée nationale, tout ce qui va se passer là-bas, ça serait régulièrement comme d'habitude. Et nous savons aussi, il faut que nous ne perdons pas de vue que ceux qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, c'est le RDPC. Ça veut dire que ils ne feront que ce que reflète l'État. C'est-à-dire qu'ils ont les instructions données par leur chef. S'il faut des propositions de loi, nous constatons seulement que les propositions de loi ne sont pas faites au Cameroun, parce que vous savez que quand on fait des propositions de loi, il y a un débat. Vous pouvez avoir les propositions de loi 15 jours ou même un mois avant la séance. Mais au Cameroun, je me souviens encore de la proposition de loi pour la révision de la Constitution en 2008. C'était 2 jours avant. Alors, nous constatons régulièrement que nos députés, ils savent qu'ils sont là, là pour travailler pour le prince. Quand les lois arrivent, la seule chose qu'ils savent bien faire, c'est de les voter, puisqu'ils sont majoritaires, une majorité obèse. Ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Nous n'avons jamais vu dans ce pays des députés se déchirer. Regardez dans les autres assemblées nationales. Vous allez voir les députés se taper dessus, s'insulter parce qu'ils veulent faire passer une loi. Mais au Cameroun, je ne sais pas, le RDPC forme carrément un groupe monolithique. Et ils ont pris en otage le pays. Bon, peut-être on en parlera, si vous le permettez, tout à l'heure, quand on parlera des autres aspects de l'actualité, notamment autour du rôle qu'a joué l'opposition camerounaise pendant les 25 dernières années. Il est clair que vous parliez tout à l'heure de la représentation nationale. On reviendra peut-être pour questionner la part des formations politiques de l'opposition. On sait également que l'actualité est dominée par la grippe aviaire qui continue d'alimenter le débat au sein du corps social. Est-ce une crise voulue? Que se passe-t-il autour de cette affaire-là? Nous en parlerons certainement dans la prochaine émission. Aujourd'hui, nous allons consacrer quand même notre
l'essentiel de notre temps aux sujets qui ont été posés sur la table du débat. À vous, madame, monsieur, qui nous suivez également, merci pour la confiance que vous nous renouvelez. Retrouvons-nous juste dans un instant pour le débat. De nombreuses formations politiques ont célébré leur quart de siècle d'existence et d'autres s'apprêtent d'ailleurs à le faire dans les prochains jours. 25 ans après le retour du multipartisme, l'opposition camerounaise a rencontré des fortunes diverses. On a noté que ses scores lors des dernières consultations électorales n'ont rien à voir avec ceux des heures de gloire. S'agissant par exemple de l'élection présidentielle, jamais l'écart entre l'opposition et le RDPC, le parti au pouvoir, n'a été aussi hallucinant. On se rappelle qu'en 1992, les partis politiques se portaient mieux. Les résultats officiels créditaient le parti au pouvoir de 39% de suffrages valablement exprimés contre 36% pour le SDF, alors que l'INDP est arrivé en troisième position avec pratiquement 19,2%. Donc on l'observe, M. Clément Dioumafo, que les formations politiques ont beaucoup régressé entre-temps. Que s'est-il passé selon vous? Est-ce que l'opposition camerounaise a quelque peu régressé au fil du temps au regard de ses résultats? Est-ce qu'on voit que c'est comme une lapalissade en même temps? Oui, disons que par rapport à ce que vous venez d'éponger là tout à l'heure, l'opposition camerounaise a régressé, mais il faut comprendre le contexte. Il faut déjà le dire que en 1992, dans ce pays, il y a quand même eu une élection présidentielle où on connaît les résultats, même si elles n'ont pas été officielles. Nous savons que l'Union pour le changement en 1992 avait gagné les élections. Sauf que nous attendons que d'ici 10, 15, 20 ans, que le colon vienne nous sortir un documentaire où on va nous montrer que c'est l'Union pour le changement qui avait gagné les élections, comme on l'a fait avec la tête de Ni John Fundi, comme on l'a fait dans d'autres pays. Mais maintenant, il faut aussi comprendre que je pense qu'en tant que militants de l'opposition, nous devions nous remettre en cause pour certaines choses. Il y a des stratégies que nous avons... Nous parlerons peut-être des stratégies, ce qui n'a pas marché. Mais quel est le bilan de manière directe, quel est le bilan que vous pouvez dresser? Vous savez, si on veut dresser le bilan, moi je vais dire que nous avons un bilan relativement positif. Puisque Thierry, vous et moi, nous sommes sur un plateau de télévision, on parle librement. Il a fallu que certains Camerounais, parce qu'ils voulaient créer un parti politique, soient mis en prison pour que nous soyons en train de nous exprimer comme ça. Et nous savons aussi que nous avons bataillé pour avoir la liberté d'expression. Nous avons bataillé pour avoir la démocratie dans ce pays, malgré qu'au fil du temps, cette liberté d'expression-là est en train d'être arrachée par le gouvernement. Au fil du temps, cette démocratie-là est en train d'être arrachée par le gouvernement. Pourquoi? Parce que nous constatons, et je pense, je vais pas être dur envers mes amis du SDF, mais nous constatons que le malheur du Cameroun, c'est que nous ayons eu à la tête de l'opposition Ni John Fundi. L'opposition camerounaise, vous voulez dire? Oui, le malheur du Cameroun, c'est que... Mais peu importe, en même temps, le SDF est une formation politique comme le Manidem. Le Manidem pouvait également, au regard peut-être de son organisation, prendre la tête de file, l'opposition camerounaise. C'est au regard des résultats que le SDF est là. Thierry, vous savez qu'il faut déjà que nous entrons dans le concept. Vous savez que l'Union pour le changement, à l'époque, était constituée de l'UPC, de la vraie UPC. Et de tous les autres partis d'opposition qui ont travaillé pour mettre sur pied ce mouvement-là, où il y avait un leader qui était Fundi. Alors, c'est cette époque-là, c'est depuis cette époque-là que Fundi est resté leader charismatique de l'opposition camerounaise. Je reviens à vous. Monsieur Moussa Ouseni, quand vous écoutez M. Dioumafo souligner avec beaucoup d'aisance que l'opposition camerounaise, en fait, que le bilan de l'opposition camerounaise est nettement positif, alors que tout le monde sait que la participation de l'opposition camerounaise dans le jeu démocratique a suffisamment été réduite à la portion congrue. Beaucoup sont quittés, notamment le SDF, de près de 42 députés aujourd'hui à moins d'une vingtaine. Est-ce qu'au regard de tous ces éléments-là, on peut croire que le bilan
est nettement positif, comme a semblé dire M. Ndoumanfo. Et en toute sincérité, je ne partage pas l'avis, n'est-ce pas, du militant de l'opposition du Manidem qui est en face de moi, même si j'apprécie en quelque sorte, n'est-ce pas, leur courage et voir les interventions de part et d'autre que le président du Manidem fait. Et ce que je voudrais dire, c'est que je ne partage pas le même avis. Pourquoi? L'échiquier, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'évolution de ce parti d'opposition, je dis tous les partis d'opposition sont décroissants. Pourquoi? Parce qu'on a comme l'impression que depuis les années 92, avec ces fameux résultats qu'on chante de part et d'autre, si même à cette époque-là, l'opposition était fédérée en un bloc monolithique, je crois qu'on ne saura pas arracher ce résultat. Ça veut dire qu'il y a quelque part, parmi des opposants, n'est-ce pas, des personnes qui sont sensibles, n'est-ce pas, à la corruption, sensibles à un objectif qui les personne, c'est un objectif plutôt personnel qu'un objectif d'ordre collectif. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, même avec l'UNDP, n'est-ce pas, aujourd'hui. C'est vraiment une honte. Malgré le ralliement de l'UNDP, on constate que ce parti politique dont des milliers des hommes d'affaires, notamment du Grand Nord, ont fait confiance, aujourd'hui sont en train de pleurer parce qu'il y a eu ce qu'on appelle trahison de la part de celui qui incarnait l'UNDP en ce moment. Ainsi que dans le SDF. Regardez par exemple la session, la grande division qui s'est formée autour du président Nidjon Fundi, qui nous, d'après nos observateurs de la société civile, nous constatons de plus en plus, n'est-ce pas, un côté plutôt sectariste de ces personnes, où de temps à autre, il a tendance à privilégier, n'est-ce pas, le Cameroun anglophone, n'est-ce pas, au détriment du Cameroun francophone. Ça aussi, c'est un entrave à la démocratie. Donc, de manière objective, on ne pourrait pas dire que l'opposition camerounaise a tout à fait positivé quelque chose. Ici, je parle des groupes de personnes, un parti politique, mais je ne parle pas des individus. C'est que mon copanéliste dit tout de suite, il parle... Il s'appelle Clément Ndoumanfo. Tout à fait, monsieur Manfo. Ndoumanfo. C'est que les individus, d'après les idéologies, ont mené des actions courageuses, n'est-ce pas? Courageuses qui ont amené à une discussion large pouvant contribuer à l'aboutissement de la démocratie proprement dite. Mais aujourd'hui, par exemple, lorsque vous avez des partis politiques qui sont créés à la solde du chef de l'État, ici on ne pourra pas parler également de l'opposition. Aujourd'hui, vous voyez des partis politiques qui sont organisés comme des clans, des tribus, où les Bamoun ont les leurs, les Bétis ont les leurs et autres. Et on trouve que vraiment, des mêmes personnes légères, au fil des années, on s'est dit qu'il peut y avoir confusion entre eux et le parti au pouvoir. On ne voit pas mieux. Pourtant, au départ, ils avaient des initiatives très salutaires et autres. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand vous prenez le cas, par exemple, de la CPP, avec le courage de Kawala et tout, bon, vous vous dites que, ok, en voici quelque chose qui peut aboutir, mais à une seule condition, s'ils sont fédérés. Parce que le système... On parlera peut-être de coalition et de fédération tout à l'heure. Monsieur Ndoumanfo, vous voyez, le bilan n'est pas aussi, en fait, le regard n'est pas aussi positif ailleurs, hein, comme vous semblez le souligner. Est-ce que le Manidem, à son niveau, peut se targuer aujourd'hui d'avoir apporté un léger mieux ou quelque chose dans le landerneau politique camerounais, d'avoir fait quelque peu bouger les lignes, si on veut dire? Vous savez, dans le contexte actuel du Cameroun, il est difficile de parler de l'opposition sans parler des oppositions. C'est le contexte actuel. Il ne faut pas cacher, il ne faut pas se voiler la face. Vous parlez des idéologies ou moi, des oppositions, parce qu'il y a une opposition qui est peut-être dure, une opposition qui s'est quelque peu ralliée au parti au pouvoir. Exactement. Et il ne faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Regardez comment on organise les élections au Cameroun. Nous avons commencé par ONEL 1, ONEL 2, maintenant nous sommes à Ilekam. Ça veut dire que nous savons tous que nous avons un mauvais code électoral. C'est justement pourquoi chaque fois que les groupes ou les partis d'opposition ont mis la pression, on les a fait un voilage. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que à un certain moment donné, certains cadres de l'opposition se sont ralliés au pouvoir. Monsieur Moussa, tout à l'heure, parlait de l'UNDP.
Il devait parler de l'UFMC, de Issa Chiroma, il devait parler de l'UPC. Il a oublié l'UPC. Parce qu'en fait, vous avez, sur la thématique tout à l'heure, vous avez parlé du pourcentage qu'avait l'opposition dans les années 92. Et nous tous, nous savions qu'il a fallu le ralliement de l'UNDP, de l'UPC, pour que le RDPC ait la majorité relative à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'opposition, à ce moment-là, avait tout à sa cause. Et en ce moment donné-là, nous avons constaté tous ensemble, vous et moi, et l'histoire retiendra, la traîtrise de certains leaders de l'opposition. C'est pour ces raisons qu'on a justement dit à un moment donné que l'opposition est responsable de ses propres turpitudes. Oui, c'est justement pourquoi j'ai parlé de certaines oppositions. Certains partis d'opposition sont responsables de l'échec depuis près de 25 ans. Et je crois qu'ils assumeront ça, l'histoire retiendra. Alors, maintenant, nous sommes dans un cadre où, je vais vous dire, moi j'ai été candidat aux élections législatives et municipales dans le Mongo Sud. Nous tous, même sous anonymat, les cadres du RDPC disaient vous avez gagné les élections. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils nous ont dit on ne peut pas vous laisser le Mongo. Le Mongo a été la base de l'opposition camerounaise à l'époque où Wangé et sa troupe ont tenu le Cameroun à partir du Mongo. Alors un parti aussi radical que le Manidem, nous ne pouvons pas accepter que vous soyez député dans le Mongo. Et c'est pourquoi ils nous ont donné 36%. Parce que vous pouvez comprendre qu'un parti comme le Manidem a eu 36% dans le Mongo. Ils nous ont donné 36% alors que nous avons gagné les élections. C'est la réalité du Cameroun. Et vous deviez comprendre que chaque fois dans ce pays-ci, on veut bien que, après le départ de Biya, que les gens viennent nous sortir des choses, qui viennent nous sortir des archives pour dire voici ce qui s'est passé. Parce que nous tous, les Camerounais, nous savons comment les élections se déroulent dans ce pays. Nous savons que les résultats des élections sont donnés dans les chambres. Ok, si vous le dites, hein. Vous partagez cette assertion. Est-ce que le RDPC, qui est quand même au cœur de l'appareil, de l'organisation, parce qu'on dit c'est le parti au pouvoir, hein, d'un certain nombre de choses, peut être responsable de l'échec des formations politiques de l'opposition? Le Manidem souligne avec beaucoup d'emphase que quelque part il aurait gagné les élections dans le Mongo en 2013, mais le RDPC, une fois de plus, peut-être à travers des mécanismes bien connus, aurait fait changer les choses. Partagez ce point de vue-là? N'est-ce pas aussi spécieux comme raisonnement? Je pense que la responsabilité est partagée. Pourquoi la responsabilité est partagée? Vous avez un chef qui est l'alpha et l'oméga, c'est vrai, il dicte les lois, il fait ce qu'il pense et tout, mais vous également, à l'intérieur de la cellule constituante, n'est-ce pas, du groupe de l'opposition, il y a des passionnés, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la quasi-totalité des personnes qui les incarnent, n'est-ce pas, le font par convenance et non par conviction. On a comme l'impression que certains, c'est pour se positionner par rapport à un objectif bien défini, égocentrique de leur part, qui font en sorte qu'ils s'allient de l'opposition pour être vus. Mais si réellement, n'est-ce pas, les partis de l'opposition, n'est-ce pas, étaient des partis responsables, comme ils le prétendent, n'est-ce pas, je crois que on ne saura, surtout à l'heure de la mondialisation, de la globalisation dont nous vivons actuelle, avec des réseaux sociaux, avec les voix télévisées et autres, s'ils étaient fédérés et responsables, je crois que leurs voix seront entendues. Je crois qu'à un moment donné... Il y a même temps, ils n'ont rien fait pour revendiquer cela. Tout à fait. Donc ici, qui ne dit rien consent, ça veut dire que les résultats qui ont été arrachés d'après eux, puisque nous n'en témoignons pas, d'après eux, c'est des résultats dont qu'ils approuvent. C'est comme une femme dans des cultures orientalistes, lorsqu'on demande à une fille de culture sahélo, bon, est-ce que vous voulez épouser telle et puis vous restez tranquille, ça veut dire que vous consentez. Donc nous, ce que nous voulons en tant que Camerounais, n'est-ce pas, qui sont déterminés pour voir des choses changer dans ce pays, c'est voir une opposition responsable et objective qui ne pourra pas céder au chantage. Et c'est ça le problème fondamental. Donc moi, je pense que la plus grande responsabilité revient à l'opposition. Voilà, la plus grande responsabilité revient à l'opposition. Est-ce que on peut expliquer l'échec des coalitions jusqu'ici qui ont été formées au sein de l'opposition camerounaise? Pourquoi cela ne marche pas? On l'a vu dès 1992, vous avez dit
que l'opposition a quelque peu été balkanisée par le parti au pouvoir qui a fini par avoir quelques personnes qui se sont ralliées pour constituer la majorité parlementaire. Au fil du temps, il y a eu une coalition en 2004 avec Adamou Ndamjoa, mais à la dernière minute, Ndijon Fundi et Adamou Ndamjoa ne se sont pas entendus. Il y a eu d'autres coalitions qui ont été créées. Alors, ces derniers temps même, on parle d'autres coalitions. Le Mandem fait partie d'ailleurs d'une autre plateforme de réflexion en vue de faire basculer les choses au Cameroun. Pourquoi toutes ces initiatives-là ne semblent pas marcher? Je voulais rappeler à mon ami Duyan que c'est facile. Moussa, autant pour moi, mon ami Moussa, que c'est facile de se mettre, jeter la pierre. De jeter la pierre. Il faut déjà enfiler les godasses pour savoir comment ça se passe. Si vous êtes réprimandé par la police, parce que vous allez demander plus jamais ça à l'hôpital à Kensini, vous êtes emprisonné parce que vous allez demander, vous allez faire une lettre de déclaration pour la marche, pour une manifestation. Si vous êtes arrêté, mis en prison, parce que vous, au sortir de cette émission, vous avez dit des choses qui ne plaisent pas au préfet, au sous-préfet, au gouverneur, c'est pas facile. Je ne suis pas sûr qu'il a déjà reçu plusieurs coups de matraque comme je l'ai reçu pendant la manifestation contre Gbagbo. Il devrait comprendre ce que c'est que l'opposition au Cameroun. C'est la réalité, ça ce sont les faits. Maintenant, pour venir à la coalition, vous savez, j'ai du mal à parler de cette chose-là, tout simplement parce que il y avait quand même un préalable en 2004. C'est-à-dire que les lois pour choisir celui qui devrait représenter l'opposition camerounaise avaient été faites par les cadres du SDF. Il faut le dire. Et à la fin, nous avons constaté que celui qui avait été choisi, qui remplissait les critères, était le docteur Adamou Ndamjoa. Et, ma foi, nous avons le SDF a claqué les portes en disant qu'ils sont leaders de l'opposition. Et pour ça, quelqu'un d'autre ne peut pas les ravir la vedette. Or, nous savons tous que dans un pays comme le Cameroun, dans une dictature comme celui de Biya, il est difficile. La dictature de Biya, oui, il est difficile. C'est une dictature que le Cameroun est sous dictature. Oui, c'est une dictature conviviale. Il est difficile de renverser un dictateur dans les urnes. Régulièrement, les dictateurs... En tout cas, on n'est pas là pour faire le procès de M. Biya, encore moins de la gouvernance. Le Cameroun... On parlera peut-être de cet aspect. Le Cameroun, l'opposition fait partie du Cameroun, le RDPC avec. Et on ne peut pas parler de l'opposition, parler du Cameroun sans parler des leaders, parce que le RDPC incarne la ligne politique donnée par son chef. Chaque parti d'opposition incarne l'idéologie. Vous estimez que si les formations politiques de l'opposition n'arrivent pas à se fédérer, n'arrivent pas à se coaliser, n'arrivent pas à former un bloc véritablement solide, le RDPC et son chef en sont pour quelque chose? Oui, en sont pour beaucoup. Mais je vous ai pris un exemple, M. Thierry Nyopé, je vous ai pris un exemple simple. Je dis qu'il est impossible dans ce pays de manifester. La dernière fois, nous avons fait un journal que nous avons appelé Objectif, que nous étions en train de distribuer au rond-point d'Aïdo. Moi, j'ai été arrêté parce que j'ai distribué un journal. Vous croyez qu'un adepte des églises réveillées, étant au rond-point d'Edo en train de distribuer son journal pour que les gens viennent dans son église, on l'aurait arrêté? Non. Moi, j'ai été arrêté. Le contexte n'est pas le même. Mais attendez, pourquoi voulez-vous qu'on refuse à un militant lambda de distribuer son journal? L'appel à la subversion, en même temps, est une mauvaise chose. Est condamné. L'appel à la subversion est condamné par la loi. Monsieur Thierry Nyopé, j'ai distribué un journal. Avec quel type de message? Avec le message non à la candidature de Biya en 2018, point. C'est de la provocation en même temps. Non, c'est pas la provocation. À côté d'un poste de police. Quand les militants du RDPC s'asseyent pour appeler à la candidature de leur chef, nous avons aussi le libre choix. S'ils le faisaient en interne, dans leur parti, personne ne serait au courant. Mais quand c'est au public, quand il dit nous appelons notre chef de se représenter, nous avons aussi le libre choix de dire nous disons non à votre chef. Oui, mais ils le font certainement au cours d'un meeting, mais ils avec peut-être une autorisation. Ils ne distribuent pas des tracts en l'autre. Ceux qui ont le pouvoir n'ont même pas besoin d'autorisation. Ceux qui ont le pouvoir. Ils en ont toujours. Je reviens à vous, si vous le permettez. Moussa Ouseni, est-ce que l'opposition camerounaise peut brandir cet argument, le pouvoir en place a fait ci, le pouvoir en place a fait ceci, pour justifier cette régression au sein du landerneau politique, pour justifier parfois ces manquements ou cette incapacité à se fédérer?
Bon, le plus souvent, sur ce point, ils peuvent avoir relativement raison. Pourquoi? Parce que vous voyez, la division profite à qui? Point d'interrogation. Au parti au pouvoir. Mais est-ce que ce sont des enfants pour se laisser diviser? Écoutez, ici, on parle de la passion. La quasi-totalité de ces leaders, c'est des passionnés. C'est des personnes qui aiment le match vu. C'est des personnes qui aiment des grosses marchés. C'est des personnes dont ils pensent à une opulence. Alors, lorsque le parti au pouvoir constate que vous êtes un passionné, vous êtes facilement quelqu'un maniable. D'où, n'est-ce pas, la division. Parfois, lorsqu'ils sont même fédérés pour faire des choses positives et concrètes, on ressent que ceux qui ont la capacité de gérer ces choses-là, on les prive de le faire. C'est ce que mon frère disait tout à l'heure, c'est que lorsqu'on constate, n'est-ce pas, qu'il y a un leader qui peut incarner une idéologie, mais avec objectivité, on a tendance à l'écarter même dans les partis d'opposition. Donc pour atteindre à ce résultat probant, ce qu'il faut d'abord faire, c'est d'abord faire un toilettage pour trouver des vrais leaders qui peuvent incarner cette opposition. Nous, les Camerounais, ce que nous ne voulons pas aujourd'hui, c'est que nous quittons un régime un peu favorable pour aller dans un autre régime qui nous noie davantage avec des personnes que nous constatons. La peur du lendemain. Tout à fait. Donc, c'est ça le problème fondamental. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut réorganiser la structure. 25 ans, il faut d'abord voir les leaders qui incarnent des partis politiques qui sont vieillissants également. Il ne faut pas toujours accuser le chef de l'État Biya. Il y a aussi les New John Fundin qui ne sont pas non loin de lui. Il y a beaucoup d'autres leaders de l'opposition qui ne sont pas... Il faut donc passer... Si ça n'a pas donné, même sur le plan sociologique aujourd'hui, lorsque vous devenez... Vous pensez qu'il faut un renouvellement de cadres? Il faut un renouvellement des cadres. Ça peut peut-être aboutir à un résultat. Mais comme il le disait, dans une république où des choses sont hypothéquées, la vertu des urnes ne vont pas toujours à l'objectivité. C'est constaté partout dans le monde. Monsieur Moussa Osseni pense qu'en renouvelant peut-être les cadres d'une manière ou d'une autre, que cela pourrait entraîner une nouvelle dynamique au sein des formations politiques de l'opposition. On l'a vu au niveau des partis comme le Manidem, qui a déjà connu 3 présidents, même comme on soupçonne le président Anissé Kane d'être toujours la tête pensante, parce qu'au moment des élections, c'est toujours lui qui rebondit pour prendre les premiers rangs. Quand on regarde quand même des formations politiques comme le SDF avec un premier vice-président comme Joshua Oshi, on pense quand même que peut-être un renouvellement de cadre pourrait amener les Camerounais de notre génération, pourquoi pas, de s'intéresser davantage à la chose politique. Pourquoi ne pas penser, par exemple, à ce virage-là, à cette manière de faire? Vous savez qu'il y a quelqu'un comme Elie Milou qui l'acclame. Il a dit qu'au prochain congrès, il faut que Nidjon Fondi laisse la tête du parti à un autre leader. Mais pour ça, nous avons compris ça depuis longtemps. Anissé Kane est parti depuis 2009. Ça n'a pas empêché qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Oui, mais ce que vous oubliez, c'est que nous avons ce qu'on appelle au Manidem les primaires. Moi, j'ai été candidat aux primaires pour être candidat à la présidence en 2011. Croyez sincèrement que vous avez été battu aussi? Comment vous dites nous croyons sincèrement? J'ai été battu, puisque je n'étais pas le seul candidat. Mais vous aviez à cette époque que vous aviez, nous on avait 4. Vous avez aussi battu. Pardon? Si vous croyez en vos élections, pourquoi ne pas croire à ce qui se passe? Non, justement parce que nous savons qu'il y a les charniers Thierry Nyopé. Vous êtes un journaliste bien informé, vous savez que ça se passe comme ça. Vous savez que vous donner mon point de vue. Mais je sais que vous êtes un journaliste, mais vous savez qu'il y a des charniers au Cameroun, ça ne se cache pas. Mais je suis en train de dire que si ce n'est que pour la renouvellement de la classe politique, non, tout le monde est d'accord. Si on estime qu'au Cameroun, 70% de la population camerounaise est jeune, alors il faut que les jeunes se retrouvent en leur leader. Alors aujourd'hui, nous sommes au 4e président au Manidem. Hein. Nous sommes au 4e président au Manidem. Et Djenine Yabga, qui est président du Manidem, il fait son bout de chemin. Je voudrais dire que c'est vrai qu'il faut que la classe politique change. Il faut que certaines données changent pour que les jeunes se trouvent dans ces leaders-là. Vous savez, vous et moi, si je suis leader d'un parti politique aujourd'hui, président d'un parti politique, il serait facile que j'appelle Thierry Nyopé, même pour un reportage, s'il veut faire une campagne. Parce qu'en fait, j'estime que c'est quelqu'un de ma génération. Il me serait difficile de collaborer avec quelqu'un qui a 90 ans, 60 ans, 70 ans. Parce qu'en fait, les mœurs africaines demandent que vous lui respectez. Alors quand c'est quelqu'un avec qui vous avez fréquenté ensemble, vous avez fait un bout de chemin ensemble, c'est facile. Mais je dis que c'est quelque chose. Mais est-ce que c'est ça le véritable problème de l'opposition camerounaise? Quel est le problème de l'opposition camerounaise? Je dis que le problème de l'opposition camerounaise aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est le pouvoir en place.
acceptons quand Qu'est-ce que même. le pouvoir en place a fait? Monsieur Au-delà Thierry Yopé, d'organiser acceptons les élections. à travers les Vous voyez, CAN, vous savez, dans les mairies, qui reste un organe pour élire un maire, jusqu'à preuve du contraire, les CAN restent un organe c'est ce indépendant. qu'on dit, nommé par le président de la République. Vous travaillez pour un chef, vous ne pouvez pas être indépendant. Ici, Thierry Yopé, celui qui vous embauche ici, vous ne pouvez pas dire qu'il voulait indépendant. Vous suivez la ligne éditorialiste de sa maison, point. Alors, vous constatez avec moi que les leaders de l'opposition aujourd'hui ont un problème. Et le problème des leaders de l'opposition aujourd'hui, c'est le pouvoir. Le pouvoir utilise tous les mécanismes possibles pour que l'opposition ne vienne pas au bout de leur logique. Je vais vous prendre un seul exemple. Dans les mairies, les élections se font à 2 tours. Pourquoi le président de la République a accepté que les élections dans les mairies se font à 2 tours? Pourquoi pas l'élection présidentielle à 2 tours au Cameroun? En ce moment donné... Vous pensez que c'est un modèle de démocratie? C'est un modèle de démocratie. Aux États-Unis, il n'y en a pas. Oui, mais les États-Unis non plus. Hein. Les États-Unis, ceux qui élisent le président sont les grands électeurs, ce n'est pas le peuple. Vous constatez avec moi que ce n'est pas la même chose. Vous allez constater que pour faire partie WAD au Sénégal... Chaque pays a son système démocratique. Justement, c'est pourquoi nous constatons qu'avec toute la fraude qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, avec tout le mécanisme, vous savez que les statuts du RDPC sont clairs. Hein. Les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs sont d'office militant du RDPC. Je ne vous le dis pas. Je ne l'ai pas encore lu. Hein, si je ne peux pas le certifier. Mais si vous savez tout ce qu'ils travaillent à la solde du gouvernement. Ce que je suis en train de dire, nous sommes en train de faire un débat et ces propositions pour qu'il y ait des élections à 2 tours dans ce pays. Et en ce moment donné, si le président... l'opposition camerounaise peut faire basculer les lignes à travers, grâce peut-être à l'amélioration du processus électoral. Oui. Exactement. Grâce à l'amélioration du code électoral, si nous avons les élections à 2 tours dans ce pays, vous allez sortir les bons grains de livret. D'accord. Monsieur Osseni, on va sortir par là. Hein. On a fait le constat selon lequel les formations politiques ont quelque peu échoué à cause des querelles, parfois d'ego, de positionnement et de leadership. Leur représentation même au sein de l'interno politique a quelque peu régressé. Ils accusent le parti au pouvoir d'être à la solde de tous leurs malheurs à cause de la même mise sur un certain nombre de choses. Mais pensez-vous sincèrement que l'opposition camerounaise a la capacité de faire basculer les choses? Si oui, comment? Pourquoi pas? Oui, pourquoi comment? pas? Comment? Pourquoi pas? En faisant comment? Mais écoutez, nul n'est indispensable. Dans ces conditions, est-ce que l'opposition camerounaise peut faire basculer les choses? Écoutez, avec une élection à 1 tour, oui, tout à fait. Le code électoral quelque peu critiqué. Écoutez, monsieur Thierry, ce qu'il dit est totalement fondé aujourd'hui. Pour aboutir à un changement, n'est-ce pas, d'abord il faut une révision, n'est-ce pas, du code électoral. N'est-ce pas, si vous avez une élection présidentielle à 2 tours, n'est-ce pas, au premier, on essaie de voir. Au second, il s'est fédère. Et puis, un bloc monétique. Vous savez ce qu'on a fait partie WAD au Sénégal? Pourquoi on ne peut pas se fédérer maintenant, sachant que les choses ne changeront pas? Mais écoutez, n'est-ce pas, ici, ce qu'on a besoin chez l'opposition camerounaise, c'est de la responsabilité, n'est-ce pas, et des leaders potentiels et exemplaires. C'est qu'il n'y en a pas de manière objective, pour certains cas. Mais on trouve aussi des leaders de l'opposition qui sont un peu courageux et qui essayent de le faire, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire changer des choses dans un pays démocratique? C'est permettre à tout le monde, n'est-ce pas, d'affirmer son opinion à toute impunité. Aujourd'hui, lorsque vous avez... Vous êtes en train de vous exprimer quand même. Tout à fait. Lorsque vous êtes en train d'exprimer, M. Dumanfo est en train de dire ce qu'il pense de ce régime. Il est même allé jusqu'à traiter le président Biya, même comme je ne pense pas de dictateur. Moi, je ne partage pas l'idée selon laquelle nous sommes dans une dictature, parce que déjà, une dictature ne permet pas une discussion comme celle que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La liberté d'expression. Tout à fait. Donc, c'est une réalité. Moi, je pense que la première des choses, n'est-ce pas, le b.a.-ba de cette chose, c'est d'abord la révision du code. Monsieur Moussa, autant de Hitler, il a été dictateur, on s'est soutenu dans la tout à fait, effectivement, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est le régime nazi. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Monsieur Dumanfo, le contexte n'est pas le même. L'expression telle que nous le faisons ici, je doute fort que vous pouviez dire à l'époque de M. Hitler qu'il était dictateur. Là c'est impossible. Dans un régime comme le régime nazi. Et même le président Mobutu récent, vous ne pouvez pas dire ce que vous dites aujourd'hui. Il y a outrage à chef de l'État. Nous pensons qu'il y a une nette amélioration.
On l'a vu au Gabon. Accepté la conférence On l'a vu au Gabon. après On l'a vu au beaucoup de Gabon. Il y a 2 journalistes qui sont actuellement incarcérés pour outrage au chef de l'État. Tout à fait. Et puis là, vous n'êtes pas inquiété. Le Cameroun est quand même un havre de paix. Tout à fait. Non, je suis surpris. Je suis très surpris. Donc il faut modifier la Constitution. Vous permettez, il faut revoir le code électoral. Il faut modifier la Constitution. Et revoir le code électoral. Et revoir le code électoral. Toucher quel aspect dans ce code électoral, par exemple? Surtout l'aspect des tours, n'est-ce pas? Double tour aux élections présidentielles, peut-être ramener l'âge électoral à 18 ans. Et puis, même les Camerounais, pour les permettre de voter avec plus de foi et de ferveur. Aujourd'hui, la population camerounaise ne s'intéresse plus à la chose politique. Vous allez dans des bureaux de vote, vous n'avez plus la possibilité de voter qui vous voulez parce qu'il y a des personnes qui vous arrêtent de l'autre côté, qui vous soudoient, ils vous donnent des monnaies et tout et tout. Il faudrait qu'on enlève, n'est-ce pas, dans l'esprit des Camerounais, le matu vu, l'opulence, le bien matériel. Ça, c'est pas intéressant. On doit faire une politique pour faire changer les choses. Et non pour enfoncer les Camerounais davantage dans une situation qui n'est pas conforme. Où vous pouvez convaincre avec moi aujourd'hui notre situation ici à Douala. Dans l'arrondissement de Douala 2e, nous avons un parti qui a hypothéqué des choses qui cessent du jour au lendemain de nous enfoncer davantage dans des choses floues dont nous ne pouvons pas nous affirmer. Parce que, soi-disant, il y a peut-être l'exécutif municipal qui pense que pour être élu quelque part, il faut être coaché par un ministre ailleurs. C'est tout ça là qui est une entrave à la démocratie et au renouvellement des choses dans notre pays, M. Thierry. Bon, je comprends peut-être vos préoccupations. Comme vous êtes habitant de Nouvelle, je peux vous comprendre. Monsieur Dumanfo, avec votre permission, on va sortir par là. Qu'est-ce qu'il faut? Vraiment, il y a un deuxième sujet très intéressant qui nous intéresse là. J'ai été très surpris, Thierry. Vous savez que la liberté d'expression au Cameroun est en train d'entrer barricadée. Le CNC qu'on a créé, nous avons vu le journal de Michel Mouchou Moussala scellé par le CNC. Vous êtes journaliste, vous savez ce que les journalistes reçoivent. Vous êtes encore en train de vous battre comme si nous étions en 92 pour y avoir la liberté d'expression. Je préfère qu'on n'ouvre pas certains dossiers parce que je suis au fait d'un certain nombre de choses que je n'aimerais pas mettre sur la table du débat. En réalité, l'éthique journalistique également pose problème au Cameroun. Il y a une déontologie qu'il faut respecter. En même temps. C'est vrai qu'il y a une déontologie qu'il faut respecter. Alors, liberté ne veut pas dire libertinage, sinon ça sera l'anarchie, monsieur Dumanfo. Monsieur Thierry, nous avons constaté, vous savez combien de fois, depuis quand on grève en France, là, il n'y a pas eu un mort. Oui. Il n'y a pas eu un mort. Ça veut dire qu'on est censé accepter... Mais parce qu'on ne casse pas. Oui, mais justement, est-ce qu'au Cameroun on casse? On ne casse pas au Cameroun, mais on arrête des gens. C'est ce que je suis en train de vous dire. En 2008, c'est tout le contraire de ce que vous dites. Il y a des infiltrés qui ont cassé, ils ont fait des ordres dans cette ville. Vous le dites, les infiltrés par qui? That is the question. On ne peut pas nous savoir. Nous savons comment la manipulation se passe au Cameroun. Ok. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour peut-être faire basculer les choses au-delà de l'élection à deux tours? Je sors par là. J'ai dit, au-delà de l'élection à deux tours, les partis d'opposition se réunissent. Vous avez cité tout à l'heure les plateformes. Nous travaillons en collégialité avec plein de partis politiques, avec le Moussi de Yemgem Moyo. Nous travaillons avec les partis qui ont la même idéologie que nous pour une certaine plateforme, pour les jours à venir. Nous préparons déjà les élections présidentielles parce que nous savons que Biya serait candidat. Que vous le voyez, nous savons que c'est le candidat naturel du RDP. Non, quand vous dites ça, je vais donner. Les gars du RDP, ce sont quand même mes amis, certains. Ils disent souvent statutaire. Quand vous dites naturel, ça leur paraît un peu aberrant. Ils disent statutaire. Oui, disons que c'est le candidat. C'est presque la même chose. C'est pas la même chose. C'est le plan de la sémantique. Voilà. Alors, nous savons que Biya serait candidat. Et je pense que les partis d'opposition doivent travailler à l'unisson pour que, en 2018, que nous parvenons à vaincre le parti. Si on arrive en 2018. Déjà, il faut la révision du code électoral. Il faut qu'on parvienne, on refait le code électoral d'une telle manière qu'on peut voter à 18 ans au Cameroun. C'est l'une des premières des choses. Oui, il faut les élections à deux tours. Et il ne faut pas que les gens pensent. Nous sommes au moins 20 millions d'habitants. Si un président de la République sur 20 millions d'habitants est élu par 5 millions d'habitants, qu'ils comprennent qu'il y a 15 millions d'habitants qui ne sont pas d'accord. Le principe de la démocratie, c'est également cela. Et il faut déjà, il faut tenir compte. On est élu par c'est la majorité qui gagne. Oui, on ne va pas obliger les gens en même temps à aller aux urnes. C'est justement pourquoi nous avons nous avons fait un forum pour pousser les gens
à s'inscrire sur les codes, massivement sur les codes, sur les listes électorales. Justement pour qu'au moment venu, que nous ne nous trouvons plus dans un pays où nous sommes 20 millions et que on vous dit qu'il y a 5 millions 300 personnes tout en espérant que, ainsi de suite. Tout en espérant, M. Dumont, il faut que les gens que vous inscrivez sur le code électoral voteront pour vous, parce qu'on sait en même temps le phénomène que M. Moussa Ousseni a souligné tout à l'heure. Enfin, vous nous rejoignez, Thierry. Vous comprenez donc que ça mais ils peuvent ne pas voter pour le Manidé, mais voter pour le SDF. Oui, mais justement, nous parlons de l'opposition. Nous ne disons pas forcément que le Manidé doit prendre le pouvoir. Mais nous disons que si un parti d'opposition prend le pouvoir, c'est déjà un succès. Mais si parce que nous ne voulons pas, été le cas, nous ne voulons pas une alternative. Nous voulons l'alternance. Mais si ça avait été le cas, si vous vouliez juste nécessairement un leader de l'opposition, c'est que Adamou Damdjoya aurait pris les troupes en 2004, qui serait parti aux élections, mais c'était une question d'individus et de partis politiques. Avec votre permission, on va évoluer avec l'autre sujet qui défile à l'écran là. On va parler de la justice au Cameroun à la faveur justement de la reprise annoncée de l'opération Épervier, du nom de cette campagne de lutte contre les détournements de deniers publics. Il faut souligner que de nombreuses personnalités sont actuellement incarcérées dans les géoles camerounaises, au rang desquelles Polycarpe Ababa, ancien ministre de l'économie et des finances, Urbain Olangena Wono, ancien ministre de la santé publique, le professeur Gervais Mendozi, ancien patron de la CRTV, la télévision publique camerounaise à Tanganabeba, ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien ministre de la santé publique, Yves-Michel Foutsou, ancien directeur général de la CRTV, et la liste est loin, voilà, de la caméra, merci, mais la liste est loin d'être exhaustive. On annonce d'ailleurs la poursuite de cette opération avec l'affaire des indemnisations du projet du port en eau profonde de Kribi. Monsieur Moussa Ousseni, puisque j'ai fini avec Monsieur Dumanfo, quel regard posez-vous sur l'opération Épervier? Qu'est-ce que vous feriez? Bon, du moins, c'est une question très mitigée et très embêtante parce que... Mais en tant que militant droit de l'homme... Oui, effectivement, très embêtant parce que, bon, c'est vrai, nous avons... Vous avez toujours affublé le Cameroun des mots pluriels qui font traiter souvent tout le nom d'oiseau. Effectivement, effectivement. Alors, ce qui me fait sourire, je suis indigné, et c'est la méthode de travail, n'est-ce pas? Nous, la question qu'on se pose, c'est que qui doit-on arrêter, n'est-ce pas? Qui doit-on laisser? Puisque nous constatons que au Cameroun, les administrateurs, que ce soit la classe ministérielle, des directeurs généraux et autres, il y a de plus en plus, n'est-ce pas, une envie personnelle d'enrichissement, n'est-ce pas? Ou aujourd'hui, lorsque on accuse des individus, nous ne doutons pas des faits qui les sont reprochés. Allez à Odia, allez dans des grandes cités balnéaires, regardez ce que les ministres aujourd'hui font, n'est-ce pas, dans cette République. Vous comprenez de manière claire et objective que ce ministre-là, quelque part, il met les mains quelque part, n'est-ce pas, pour s'enrichir. Mais maintenant, l'opération Épervier, n'est-ce pas? C'est une opération au départ très objective, parce que c'est pour permettre aux Camerounais, n'est-ce pas, de comprendre la transparence et aussi, n'est-ce pas, l'indépendance de sa justice. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a toujours vice des procédures lorsque ces individus sont interpellés de part et d'autre. Alors, ce que nous ne voulons pas, en tant que des observateurs des droits de l'homme et autres, c'est que qu'il y ait des accusations gratuites, que la justice, n'est-ce pas, fasse son travail afin, n'est-ce pas, d'amener le projet à bon escient, c'est-à-dire celui d'interpeller tous les Camerounais, sans distinction aucune, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les prisons camerounaises suffiront à garder tous les Camerounais qui se rendront coupables de deniers publics? Tout à fait. C'est-à-dire les prisons ne seront pas capables. Mais du moins, il faudrait que certains servent des leçons aux Camerounais qui viendront après. Regardez, M. Thierry, aujourd'hui, lorsque vous avez des concours qui sont faits sur toute l'étendue du territoire, n'est-ce pas, des concours de la douane et autres, vous allez constater que les parents même, ça donne plus à ce concours-là, n'est-ce pas, à la limite, monnayer, payer, faire des corruptions pour que les enfants soient des douaniers et autres. Le seul objectif, c'est quoi? C'est de piller le peuple camerounais. Il faut donc assainir les mœurs
pour permettre aux Camerounais de travailler valablement, n'est-ce pas? À l'époque, lorsque vous étiez ministre, n'est-ce pas, ce sont des fleurs qu'on vous attribue. Aujourd'hui, lorsque vous êtes ministre, c'est un problème parce que vous êtes à moitié prisonnier. Et ceci parce que ces personnes qui sont nommées par le chef de l'État, n'est-ce pas, ce sont des personnes dont le seul objectif, c'est l'enrichissement personnel. Alors, nous, ce que nous pensons, qu'on cesse d'attribuer, n'est-ce pas, de diverses arrestations, du moins la quasi-totalité aux arrestations qui sont à des fins politiques. C'est parce que quelque part, n'est-ce pas, selon nos observations... On parlera des autres aspects, hein, si vous le permettez. Il nous reste quand même encore une bonne dizaine de minutes, voire plus. Monsieur Jumafo, vous avez écouté le décor qui a été planté au début de cette émission. Vous avez en même temps écouté la liste de quelques prisonniers de luxe qui ont été arrêtés. À côté de cela, j'ajouterai par exemple Alphonse Yamsiwe, ancien directeur général du port, ancien ministre des mines. J'ajouterai, en fait, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux et on annonce même d'ailleurs l'arrestation de plusieurs pontes du régime dont je tairai les noms ici parce que nous n'allons pas nous substituer à la justice. Quel est le regard que vous, au niveau du Manidem, jetez dans cette lutte contre les détournements des deniers publics? Non, nous disons déjà que c'est très bien. Biya peut même arrêter tous ces ministres qui les mettent en prison, c'est bien. Sauf que le problème, c'est lui-même. Que Biya commence par déclarer c'est bien, c'est tout. L'article 66 qui les met en application. Je crois que si vous mettez l'article 66 en application, c'est-à-dire, j'ai été nommé ministre, j'avais un portable, une maison, 2 voitures, je ne suis plus ministre, j'ai 4 Prado, 6 immeubles. D'où sort l'argent? J'ai un compte. Si vous avez été ministre pendant 25 ans, ça peut être possible. Non, ça ne peut pas être possible. Même jusqu'à là, on fait le bilan. Il y a des gens qui font des expertises pour ça. Il y a des experts comptables pour ça. Il y a des auditeurs. On va faire des expertises, on va auditer. Vous avez été ministre pendant 25 ans. Ok, est-ce qu'en 25 ans, avec tel budget, avec tel budget, avec votre salaire, votre avantage, votre famille, vous nourrissez votre femme, vous envoyez vos enfants à l'école, vous mettez le carburant, ainsi de suite. Vous regardez votre famille. Il y a des bons de carburant. Oui, vous regardez votre famille. Est-ce que, vous, avec 25 ans, comme ministre, vous deviez construire une maison de 4, 5, donc, 6, vous 7, pensez... c'est la première des choses. Vous avez, déclaration vous avez commencé par les solutions. Oui. Vous avez commencé par les solutions. Il faut déclarer les biens. Il faut déclarer. C'est la priorité. Mais nous avons un problème fondamental. De quel? Le problème fondamental, c'est que vous ne pouvez pas demander à un gouvernement qui vit de la corruption de combattre la corruption. Ce n'est pas possible. Biya ne peut pas combattre la corruption dans ce pays. Qu'est-ce qu'il fait là avec l'opération PV? C'est du saupoudrage. Pour la CONAC. C'est du saupoudrage pour la CONAC et pour les organisations internationales. Il y a un travail formidable. Il y a la NIF, hein, il y a la Cour des comptes. Je vous dis que c'est du saupoudrage pour la CONAC et pour les organisations internationales. Il y a le comité de bonne gouvernance. Vous savez qu'il y a un ministre de cette République en 1992 qui avait dit au président de la République, on détourne. Il a dit, je veux les preuves. Il s'agit de Gaga, on a dit, qui est d'ailleurs membre de la CONAC aujourd'hui. Voilà, vous constatez avec moi, si vous regardez comment fonctionne le système camerounais, toute la nomenclature du président de la République, en leur donnant tous la présomption d'innocence, il n'y a aucun ministre qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si on tire un dossier, il ne va pas être impériable. Alors, à partir de cette... je quitte de votre réponse justement pour poser une autre question à Moussa Osseni. Il n'y a aucun ministre aujourd'hui qui ne puisse faire l'objet d'une arrestation au regard de sa manière de gérer ou de sa manière de gérer justement les affaires. Ce qui m'amène justement à poser une question simple. Il y a certains journaux, certains magazines, même à l'international, qui ont souligné avec beaucoup d'emphase que le président Biya se sert de la justice pour régler ces problèmes politiques. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui le pensent? Et au regard en même temps de ce que Clément dit. Moi, je suis pas d'avis. Hein, puisque lorsque vous voulez régler vos problèmes... Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir au Cameroun. Vous allez reprendre la parole. Il n'y a pas de séparation de pouvoir au Cameroun. Vous allez parler tout à l'heure. Je reviens à vous. Hein. Je ne suis pas d'avis. Pourquoi? Parce que ça, c'est leur lecture des faits. Mais nous, ce que nous constatons sur le terrain, en tant que citoyens et autres, c'est que ce chef de l'État, n'est-ce pas, étant critiqué, a quand même un côté positif, n'est-ce pas? Parce que au rang des personnes qui sont étiquetées, n'est-ce pas, arrêtées, on trouve des personnes qui font partie de son ethnie, n'est-ce pas? Et puis, on ne peut pas dire que ces procès sont de nature politique et autres. Pourquoi? Parce que ceux qui sont incarcérés,
ne sont pas des politiciens d'autres partis. Ce sont entre autres les membres du comité central d'autre part, les membres du bureau politique d'autre part également. Donc ici, il est question de sanctionner celui qui a fait l'erreur. Peut-être c'est la raison pour laquelle certains observateurs, je me rappelle d'ailleurs que Joshua aussi, qui est militant du SDF et député à l'Assemblée nationale depuis 2013, a souligné avec beaucoup d'emphase qu'il en profite pour régler ses problèmes politiques. Bon, ça c'est une opinion que nous, interne, moi je ne partage pas cette opinion. Il arrête au sein du RDPC. Tout à fait. Il arrête au sein du RDPC. Pour régler ses problèmes politiques alors c'est pas pour régler ses problèmes politiques. Est-ce que les gens qu'on arrête ne sont pas coupables? Ils sont coupables. Parce que comment voudriez-vous qu'on accepte qu'ils ne sont pas coupables alors que lui, mon copanéliste, a si bien expliqué qu'il y a un aspect, n'est-ce pas? C'est que vous voyez un ministre qui vit comme un pacha. Au Cameroun, on trouve un prince. Un ministre qui est plus riche qu'un opérateur économique, un ministre qui est plus riche, n'est-ce pas, qu'une dynastie des grands hommes d'affaires dans cette république. Alors là, il y a une question à se poser. Ce sont des fonctionnaires qui se sont assis sur les biens publics dont ils utilisent à bonne escient. Aujourd'hui, ne positivons pas la chose, monsieur Thierry, n'est-ce pas, et ne confondons pas les choses. Je pense que le chef de l'État camerounais, n'est-ce pas, ne fait pas de cela, n'est-ce pas, n'utilise pas ça comme une aubaine, n'est-ce pas, tant plus que lorsqu'on voit ces militants. Ce sont des personnes qui chantent le nom du chef de l'État nuit et jour. Il y a un culte des personnalités objectives. Le chef de l'État, Paul Biya, la première dame, c'est tout ça qui est véhiculé du jour au lendemain. Le Minat, incarcéré, était quelque part au nord avant d'être incarcéré en train de faire l'appel, n'est-ce pas, de loi, les erreurs du chef de l'État. Tout à fait. Tout ça, ce sont des spéculations. Nous jugeons ce qui sont faits, c'est-à-dire ce qui est fait. Donc en réalité, vous dites que ceux qui sont arrêtés méritent de l'aide. Ils méritent. Parce qu'ils ont, ils méritent. Et puis, trempé la main dans la voiture publique. Ils sont victimes de leur ego, victimes de leur manière de vivre. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe avec ce grand ministre-là, n'est-ce pas? Qui aujourd'hui, lorsqu'ils ont des pouvoirs, la population à ras-le-bol, tout ce qui leur est donné pour aider cette population, pour orienter des choses à bon escient, n'est pas fait. Vous comprenez qu'objectivement, c'est que le chef de l'État a fait, il y a une amélioration et il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, on se rend justement compte, hein, on le disait même avant le début de cette émission, on a comme l'impression que l'agent a disparu au dehors là, on ne le ressent plus, tout devient difficile. C'est comme si les gens avaient caché l'agent de peur d'être happé par l'oiseau au cerf terrible qu'est l'épervier. Selon vous, il y a certaines personnes qui le disent, Paul Biya mène des combats là, a initié cette opération pour régler des comptes à quelques personnes. Joshua aussi, d'ailleurs, je le soulignais tout à l'heure, a souligné avec beaucoup d'intérêt que l'opération épervier est à tête chercheuse. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui le pensent? Je dis déjà qu'il faut que nous comprenions bien qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir au Cameroun. Nous sommes dans un régime présidentialiste. C'est-à-dire que quand vous faites des rapports, vous le donnez, il y a un organe qui reçoit les rapports et qui envoie directement à la présidence de la République. Les ordres sont donnés par la présidence de la République de sortir le dossier sur un monsieur tel ou sur un monsieur tel. Vous allez constater que des semaines antérieures, il y a des ministres de cette République qui ont été auditionnés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est des réalités. Alors maintenant, quand vous me posez la question... Le ministre est dans son rôle en même temps. Je ne dis pas non. Ce n'est pas M. Biya qui les a auditionnés. Je ne dis pas non, mais il reçoit l'ordre de quelqu'un. Comment vous pouvez le savoir? Vous étiez quand l'ordre a été donné? Bon, M. Thierry Nyopé, je pense que l'ancien ministre de l'Éducation de base a été arrêté et emprisonné en Condégui. Vous pouvez me donner l'ordre, celui qui a donné l'ordre qu'on le rache le lendemain? En même temps, c'est le juge qui l'a laissé sortir. Bon, je comprends, vous êtes dans votre rôle, vous êtes journaliste, vous êtes dans votre rôle. Non, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas spéculer quelque chose qu'on voit. Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas, monsieur. Un ministre a été arrêté, un ministre de la République a été arrêté, a été mis en prison. Est-ce qu'il avait 24 heures après, il a été libéré. Est-ce qu'il y avait des faits probants contre lui? Oui. La preuve, avant sa mort, il était au TCS. Donc, oui, mais maintenant... Oui. Je voudrais dire que, oui, comme vous le dites, il était au TCS avant sa mort. Mais pourquoi l'a-t-on donc emprisonné avant de... Ce n'est qu'un détail en même temps. Voilà. Est-ce que ceux qui sont actuellement, j'ai cité une liste tout à l'heure, oui, ceux qui sont en prison, est-ce qu'ils ne le sont pas pour avoir détourné les... Mais c'est des détourneurs de fonds publics. Donc ce n'est pas une justice à tête chercheuse.
C'est étonnant, ce n'est pas une justice à tête chercheuse. Ceux qui disent que c'est une justice à tête chercheuse, c'est tant mieux, c'est leur opinion. Mais je sais que Biya, à un certain moment donné, avec les pressions internationales, a décidé à un certain moment donné, de prendre certaines personnes qui abusaient de la fonction publique. C'est-à-dire que c'était devenu vulgaire. Ça ne veut pas dire... Vous savez, oui. La corruption, le poisson ne pourrait que par la tête. La corruption ne commence pas seulement en haut, c'est aussi en bas. Le petit douanier, là, quand vous allez dédouaner une voiture au port, si vous allez constater qu'il y a corruption. Quand vous vous êtes interpellé en route, parce que vous avez violé un feu, combien d'agents de police vous donnent une convocation? Quand vous lui donnez 500 francs, c'est de la corruption. En tout cas, je n'ai jamais donné 500 francs à un agent de police. Mais je dis, plein des usagers fonctionnent comme ça. Et c'est la réalité sociétale. Moi, je dis que pour combattre, c'est en principe, ce n'est pas le régime de M. Biya qui va combattre la corruption au Cameroun. Et pour combattre la corruption dans ce pays, il faudra réformer l'école. L'école. En faisant quoi? L'éducation. Il faudra apprendre la morale. L'instruction civique, l'éducation civique. L'école que vous et moi nous avions fait, ce n'est pas la même école que font nos enfants. Je me souviens. Mais en même temps, les détourneurs d'aujourd'hui ont fait les meilleures écoles. Hein. Oui, on leur a donné la... Avec l'agent de l'État. On leur a donné la priorité de le faire. Vous savez, vous prenez quand vous voyez quand le chef a pris. Hein. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple simple. Quand je suivais un documentaire concernant le président Mobutu, on vous disait que le président Mobutu avait envoyé son directeur de cabinet d'aller prendre 3 millions. Lui, il en prenait 6. Il donnait 1 au directeur. Lui-même, il avait 1 et il donnait les autres 3 à Mobutu. C'était comme ça que ça se passait. Ça faisait 5. Et ça faisait, oui, bon, c'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça que ça se passait. D'accord, au Cameroun, vous constatez avec moi que tout dans ce pays-ci, quand vous êtes même à l'université, c'est de la corruption. De tout à l'heure, je crois qu'il y a une... Non, il faut réformer le programme, il faut rééduquer les Camerounais, il faut réformer l'école. C'est ça la réalité. Il faut réformer l'école. Et je pense qu'en réformant l'école, nous aurions un autre résultat en dehors de ce que nous avons aujourd'hui. Et il faut aussi comprendre que ce n'est pas les administrateurs civils principaux qui sont censés être à tous les postes ministériels de ce pays. Il faut prendre, monsieur, même dans le privé, il y a des bons. Moi, je dis, dans le RDPC... Mais le ministre Ngalle Bibé, qui est aux éducations... C'est moins de 10%, monsieur Thierry. C'est moins de 10%. Mais c'est déjà cela. C'est déjà cela. Nous saluons déjà l'action. Je reviens à vous pour conclure. Hein. Juste en quelques mots peut-être, monsieur Moussa Ossini. On est tous d'accord hein, que ceux qui sont en prison ont quelque peu volé. Mais on a comme l'impression que plus on arrête, plus on vole. Oui, bon, naturellement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Camerounais sont devenus... Mais écoute, c'est un problème viscéral, hein. C'est un problème aussi systématique. Pourquoi? Parce que, tel qu'on a si bien décrit. Est-ce que c'est dans le sang, comme disait quelqu'un? Oui, c'est vraiment viscéral, c'est dans le sang. Est-ce qu'on doit brûler tous les Camerounais? Regardez, si une maman, une famille qui a vendu une maison pour amener quelqu'un quelque part dans une école, ENAM ou autre, aujourd'hui, cette famille-là attend des résultats. Si lui, il est engagé en tant que cadre de la fonction publique et qui n'a pas de salaire permettant de rembourser les dettes qu'il a, naturellement, il doit être un bandit. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est résoudre ce problème de la corruption à la base. Ça, c'est ça le problème. De deux, M. Thierry, aujourd'hui, comme disait la population du Grand Nord, qu'aujourd'hui, que d'avoir un beau frère, un beau fils, ingénieur, grand cadre, quelqu'un qui a beaucoup fréquenté, mieux vaut avoir un beau-fils éleveur. Parce qu'on constate de plus en plus que l'ego, l'obsession, l'envie de vivre seul, n'est-ce pas, et de manger seul pour soi, a inondé... C'est ce qui justifie tout ce qui se passe. Hein. Tout à fait. Parce qu'on a arrêté. Hein. On parle encore, peut-être en riant, des 17 lits qu'on vient d'acheminer en Konengi, là, à la présence de Konengi, mais on arrête. Dans les mairies, les maires continuent à piller. Naturellement, les maires continuent. Regardez les situations alarmantes. Quand vous avez des salles de classe à Neubel-Kouloulou, on veut répandre à près de 30 millions de francs alors que rien n'est fait. Quand vous voyez des marchés, n'est-ce pas, qui sont proposés à une entreprise telle lambda, n'est-ce pas, doublement sur la même chose, vous constatez qu'il y a une politique... Monsieur Moussa, ne dites pas que je vous ai coupé. Le stade omnisport de Yaoundé qui est en train d'être refait,
On a refait ce même stade au Togo à 15 millions. Mais au Cameroun, on te dit qu'on le facture à 45 millions. Oui, mais en même temps, on a acheté 2 avions, 2 MA60, des avions chinois, alors qu'avec cet argent, on aurait pu acheter 6 avions. Et naturellement, les ministres sont en train d'être entendus. C'est donc la réalité. Est-ce qu'on peut donc lutter contre la corruption au Cameroun? Mais je vous ai dit que le régime qui est là aujourd'hui ne peut pas combattre la corruption parce qu'elle ne vit que de ça. C'est-à-dire que c'est la meilleure manière que le prince puisse avoir ses adeptes, comme disait Machiavel, pour régner. Le président de la République sait que tous ceux qui travaillent, ils vous laissent faire. Ils vous laissent faire. La preuve, c'est que vous avez pris le cas de Polika Baba. Polika Baba a été incarcéré pour ce qu'il a fait quand il était directeur des impôts. Il a même été meilleur ministre de l'économie. Oui. Vous croyez que le président de la République, avant de nommer Polika Baba, ne savait pas qu'il avait un extrait de casier judiciaire sale? Il le savait. D'accord. Donc on ne peut pas lutter contre la corruption, c'est peine perdue. Non, on ne peut pas dire, je ne peux pas être... J'ai dit ce régime-ci ne peut pas lutter contre la corruption. La corruption, pour l'instant, c'est peine perdue. Pour l'instant, c'est balle perdue. Pourquoi? Parce qu'il faut changer de personne à la tête de ces choses. D'accord. Aujourd'hui, lorsque vous avez des hauts cadres de ces structures de lutte contre la corruption qui sont nommés dans les comités centrales, les machins, vous comprenez vraiment pourquoi des choses ne peuvent pas s'améliorer. Ce qu'il faut faire, il faut trouver de nouvelles personnes avec de nouvelles bases pour les permettre de faire ce travail de manière objective et commencer à inculquer dans l'esprit des Camerounais cet esprit de lutte contre la corruption à partir de la maison et permettre à tous ces enfants, voilà, n'est-ce pas, d'atteindre des objectifs sans distinguo, n'est-ce pas, et sans pouvoir d'atteindre. C'est compris. Donc il faudrait en fait que le bien commun, le bien public devienne une affaire de bien commun et que chacun commence à comprendre effectivement que l'argent qu'on vole devait permettre de construire peut-être une route, une école, une adduction en eau potable ou pourquoi pas résoudre des problèmes, l'épineux problème d'électricité ou d'énergie électrique qui se pose avec beaucoup de... Ou encore lutter contre Boko Haram et les coupeurs de route aujourd'hui. Regardez voilà, notre situation dans le Grand Nord. L'argent en principe pouvait servir à quelque chose. Malheureusement, l'émission est arrivée à son thème. Merci Clément Dumanfo. Merci de m'avoir invité, Thierry. Pareil à vous. Merci, c'est un grand plaisir de nous retrouver en face des grands patriotes ici présents. Et donc, c'est l'honneur pour moi. Je profite de l'occasion pour dire de ne pas nous oublier dans le Grand Nord. On a beaucoup de difficultés. Surtout, pensez à nous lorsque vous faites des interventions. Ok, c'est compris. C'est compris. Madame, monsieur, merci également à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre édition consacrée au débat sur Camnews 24. Retrouvons-nous très prochainement sur ces mêmes antennes et avec le même plaisir. Au revoir.